Bonsoir à tous, c'est le 153 sélection. Zokra de Maestro. De retour sur la 3, la tribu de Maestro, saison 2. Dieu est grand, le diable c'est menteur. Aiglé, aiglé. Miyaka. Ok, c'est magnifique là. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup, merci. Ok, merci beaucoup. Zokra disait Maestro, la tribu de Maestro, saison 2. Comme d'habitude, je ne suis pas seul, je suis avec mon ami, mon frère, mon copilote, monsieur Henri Joël Bois. Allez, gars. Comment tu vas? Très bien, ça va très bien. Tu es retour, hein? Ouais, je suis calé. La saison 2. Je ne suis jamais parti. Hein. Dieu fait grâce. J'étais toujours là, j'étais toujours dans les petits recoins là, en train de préparer la saison 2. Et bien aujourd'hui, nous sommes là pour lancer cette saison 2 là. Ben si, je pense que quand même, on l'a fait, mais... Je pense que tout à l'heure, celui qu'on va recevoir, il s'appelle Hugo Borges, il est présent aussi. Ouais. Hugo. Bonne arrivée encore, saison 2. Tranquille. C'est parti encore, hein. Écoute, ça va du lourd, du fort, du costaud. C'est parti, ça va même aller très vite cette saison. Un peu comme au rallye là. Exactement comme au rallye. Mais est-ce que toujours il a toujours le nanan de Bassam ou bien il a changé un petit peu? Ah non, toujours Bassam, toujours l'idole de Bassam. Ah d'accord, ok. Et ce soir, c'est important le jour. Oui. Je continue la parole ou je continue? Bon, on va essayer de parler un peu de nos invités. Ok. Puisque nous sommes dans une période assez intéressante, c'est la Coupe du Monde. Et la Coupe du Monde, quand on parle de Coupe du Monde, notamment en Côte d'Ivoire, on fait référence à 2006. 2006 où, pour la première fois, notre pays a obtenu un ticket pour pouvoir jouer cette compétition internationale-là. Et cette génération-là, bon, Zokra était parmi les joueurs qui étaient là, présents. Mais pas que lui. Voilà, il y a un gars là. C'était vraiment le mur de Berlin. Côté Côte d'Ivoire, le mur de Berlin. Et je pense que je vais laisser la latitude à celui-même qui était présent au cœur de la cérémonie, au cœur de l'activité. Au pied du mur. Au pied du mur. Vous parlez du mur de Berlin. Merci Henri Joël de me donner la parole. Et ça fait plaisir, je suis très flatté d'annoncer mon invité qui a bercé mon enfance. Veuillez accueillir Tizier Jean-Jacques. Merci, bravo. Comment tu vas? Ça va bien. Attends, tu vas bien? Oui, ça va. Merci. Bon, là, Hugo va l'installer à côté. Côté. Ok, merci. Henri Joël, Oui, monsieur Tizier Jean-Jacques. oui, Qui a le bercé mon monument, enfance, hein. oui. 2006. Franchement, L'un des meilleurs gardiens de la Côte d'Ivoire. Les gars, L'un des s'applaudit, hein. meilleurs gardiens. Je vais passer aussi, hein. Oui. Je laisse la parole en débuté, le second Bon, invité. tu veux que je lance le second? Bien sûr, avec plaisir. Alors, pour le second invité, il était aussi présent du côté de l'Allemagne, c'est-à-dire il accompagnait des joueurs, puisque lui, il est un peu dans le ferron de tout ce qui est comme management de footballeurs. Donc, il était là-bas pour accompagner ses poulains, pour accompagner deux joueurs qu'il suivait en ce moment-là, qui étaient présents dans l'équipe de la Côte d'Ivoire. Deux joueurs très importants, d'où sa présence en Allemagne du début à la fin. On va appeler ici un monsieur que vous connaissez très bien. Vous avez l'habitude de le voir ici. Il est ici, il a les bonnes analyses. Mais déjà, à la base, c'était déjà un ancien banquier. Oui, c'est vrai. Mais c'est quelqu'un qui aime l'argent. Du coup, quand il a vu l'argent du côté de la banque, il s'est dit, bon, et si j'essayais, voilà, avec les joueurs, parce que là-bas aussi, il y a beaucoup d'argent qui circule. Donc du coup, là, avec ses compétences en banque, et puis ses connaissances au niveau du football, et surtout son carnet d'adresse, il a pu vraiment accompagner plusieurs joueurs. Veuillez accueillir pour ce soir, en plus du mur de Berlin, M. Valère Sinclair. Ouais. Comment va? Ah,
va, maestro. Ouais. Jean-Jacques, vraiment. Ça va? Bien. Oh, yes. Ça va, les gars? Très bien. Voilà. Tout est bon. Ouais. On est en place. Il Ouais. passe sur le docteur Garni. À gauche, TJ Jean-Jacques. À droite, Ballet Sinclair. 2 spécialistes de football. J'ai la chance de le croiser en sélection qui a bercé mon enfance, mon grand frère. Et surtout, on priait beaucoup après chaque match. Ouais, c'était En important. équipe nationale. Oui. TJ, c'était beau C'est souvenir. vrai. Oui, c'est vrai. Ouais. Des grands souvenirs, oui, bien sûr. Bah, qui faisait la prière? Qui Mais menait c'est la lui, prière? évidemment. Chaque soir. Ah, mais j'étais chargé de faire les prières. Mais il faut dire quand même que on a commencé les prières bien avant la compétition. Je pense que quand on a mis en place cette équipe à partir des qualifications, voilà, donc j'avais pour voisin Dieu Serge, qui lui aussi priait comme moi et m'a fait la proposition d'organiser un groupe de prières pour soutenir vraiment les matchs. C'est ce qu'on a fait. Et puis bon, tout le monde a adhéré, chrétiens comme musulmans. Et franchement, ça a fait quelque chose de beau pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Ouais. Voilà. C'est beau. C'est bien. Magnifique, ouais. Pour moi, c'était une belle aventure. Voilà, parce que croire en Dieu, déjà, ça permet aussi aux joueurs de pouvoir se montrer sur une facette de la croyance spirituelle. Et il y avait des côtés musulmans, des côtés chrétiens. Et je pense que c'est la meilleure qui a formé la Côte d'Ivoire. Il y avait un seul pays, la Côte d'Ivoire. Ouais. D'accord. Voilà. On a quelques informations déjà. Hein, Ok, c'est déjà sur bien. ce qui s'est passé en 2006. Hein? C'est la première fois que vous arrivez à une compétition comme la Coupe du Monde. Je pense que c'est quand même une surprise, hein, parce qu'on perd ici face au Cameroun. Et les chances sont minimes. Donc voilà, il faut partir au Soudan, gagner là-bas et espérer que le Cameroun fasse un match qui pourra passer. Et ce côté-là, c'est l'adrénaline qui est montée en nous. Et après le match, je me suis dit, quand on gagne 4-1, le match là-bas au Cameroun, il est encore jouable. Donc du coup, à un moment donné, on priait pour que ça passe bien. Et on commençait à prier. Puis à un moment donné, on dit, match nul pour le Cameroun. Et là, franchement, c'était une joie immense. Et quand on vient à Abidjan, on voit le peuple ivoirien qui est réuni ensemble. Parce que là, vous étiez à genoux, je me rappelle, à la fin du match, où tout le monde attendait le résultat de l'autre côté, mais on priait. Bien sûr, on priait. Voilà. Et là, en ce moment précis, là, qui menait la prière? Tout le monde. Tout le monde, ouais. Tout le monde. Donc, vous avez prié, ça s'est bien passé, on s'est qualifié. Voilà, donc aujourd'hui, on est là. Hein? Ok. Okora, on est là. Allez, jour, Tes invités on est sont là. présent. Tu es là, je suis content d'être là. Hugo est là. On est prêt maintenant Pour... lance la fille du jour. Bon, la fille du jour, c'est cela. On va parler de ces moments-là, ce premier moment, cette histoire que la Côte d'Ivoire a écrit, la Côte d'Ivoire footballistique d'ailleurs a écrit au niveau de la Coupe du Monde. On va partir avec notre élément de la fille du jour. Quand on revient maintenant, on va discuter entre nous ici. Voilà, entre nous. Ils ont écrit l'une des plus belles pages de l'histoire du football ivoirien en faisant flotter pour la première fois le drapeau de la Côte d'Ivoire en Coupe du Monde FIFA. En 2006, en Allemagne, ils ont réussi passion à la plus preste. 3 gardiens de but, Jean-Jacques Tizier, Gérard Niaouan et Boubacar Barikopa. 8 défenseurs, Arthur Boka, Guy Demel, Kolo Touré, Blaise Kouassi, Abdoulaye Meïté, Cyril Domoro, Marc Zoro et Emmanuel Eboué. 6 milieux de terrain, Didier Zokora Maestro, Emers Faé, Bonaventure Kalou, Gilles Yapi Yapo, Jiapi, Yaya Touré et Indré Romaric. 6 attaquants, Akale Kanga, Aruna Kone, Didier Drogba, Bakary Kone, Baki, Aruna Dindane et Abdoul Kader Keïta. Pour matérialiser l'ampleur de leur exploit, fier ce qualificatif. Sous la houlette du technicien français Henri Michel, ils sont parvenus à briser le plafond de verre en survolant un groupe très relevé comprenant le Cameroun, l'Égypte, le Bénin, le Soudan et la Libye. Pour son baptême du feu en 2006, la génération dorée est tombée dans la poule de la mort en héritant de l'Argentine et des Pays-Bas. Après les défaites d'entrée devant ces 2 grands du football mondial, elle s'est offert une belle victoire face à la Serbie et Monténégro. Mais que sont devenus ces 23 pionniers de l'histoire du football ivoirien en Coupe du Monde FIFA, hormis Blaise Kouassi et Kader Keïta, qui ont choisi de se consacrer exclusivement à leurs affaires? Tous les autres continuent d'évoluer dans l'univers du football, soit comme entraîneur, soit en tant que manager sportif ou dirigeant.
Quoi qu'il en soit, ces 23 demeurent à jamais les premiers à avoir posé les jalons de l'histoire du football ivoirien en Coupe du Monde FIFA. Waouh, c'est émouvant de voir ces images-là. Il a dit 20 ans après, tu es intisé. Oui, 2006, 2006, 20 ans après, je pense que... Qu'est-ce que tu gardes de ce moment-là, passé en sélection? Je pense quand même que en ce temps-là, vraiment, on était dans une période un peu sensible, hein. Je pense que la Côte d'Ivoire traversait quand même beaucoup de soucis. Et nous, on était là pour essayer de, si tu veux, un peu apporter une certaine réconciliation, mais rapprocher tout le monde autour du football pour un peu aider les politiciens à se réconcilier. Voilà. Pour nous, tout s'est passé sur le terrain. Ce n'était pas facile, surtout qu'on était quand même aussi, autour de nous, il y avait quand même aussi des dirigeants et, je vais dire, de la Côte d'Ivoire divisée et, je vais dire quoi, la partie de Bouaké et la partie d'Abidjan. C'était vraiment un peu difficile, mais je pense que c'est dans cette atmosphère-là qu'on a évolué. Et pour nous, c'était de vraiment donner un certain sens à notre pays. On ne voulait pas montrer l'image balafrée de la Côte d'Ivoire qu'on présentait un peu partout. Et on voulait le faire vraiment à travers le football. C'est pour cela que ça a été vraiment beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices pour tous les joueurs pour que cette équipe-là devienne ce qu'on appelle aujourd'hui la génération dorée. Voilà. Alors, moi, ce que je veux bien savoir, parce que là, on a évoqué le volet qualification où il y a, je dirais, ce duel à distance avec le Cameroun, où la Côte d'Ivoire se trouvant au Soudan. Le Cameroun était face à l'équipe du Mali, ensuite de l'Égypte, plutôt, avec un arbitre malien. Voilà, c'est ce qui m'a mélangé un peu. Alors, quand on se qualifie, on doit partir pour la Coupe du Monde. Mais bien sûr, on attend les listes. Alors, comment vous attendiez cette liste parce que pour la première fois, on part à cette compétition, on part jouer à l'international. Alors, l'attente de la liste et surtout la préparation, comment ça se passe? Moi, particulièrement, j'étais un peu dans l'inquiétude parce que, comme vous savez, le match contre le Cameroun, avant le match, je me suis blessé. Et je me suis blessé gravement. C'était une blessure assez sérieuse et il fallait que je revienne bien avant. Voilà. Et Dieu merci, je pense que les médecins ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Et je suis revenu pratiquement 2-3 semaines avant cette liste-là et j'ai commencé à jouer. J'ai enchaîné des matchs. Les dirigeants sont venus me voir, les entraîneurs sont venus me voir jouer. Et tout rentrait dans l'ordre pour moi. Et franchement, voilà. Alors, je ne savais pas. Ils m'ont vraiment demandé. Ils m'ont posé des questions. Ils ont posé des questions aussi au staff médical sur mon état de santé. Tout allait bien. Et puis, je pense que, voilà, ils ne m'ont pas dit que c'était sûr que j'y viendrais, mais de continuer à jouer. Et puis, ils allaient voir après. Voilà, et puis bon, la liste est bien avant ça. Je pense quelques jours avant, ils m'ont appelé pour me dire, bon, ok, tu seras dans la liste. Et puis bon, voilà. En ce moment, c'est quoi le sentiment qui vous anime, qui traverse un peu l'esprit? C'est un rêve qui se réalise, surtout que je tendais vers la fin de ma carrière. Et pour moi, c'était un peu le couronnement de toute cette carrière-là. Alors donc, je l'attendais vraiment avec beaucoup d'impatience. Et quand c'est arrivé, c'était vraiment, je veux dire, plus que la joie. Mais Angel, je pense aussi que tu as commencé sa carrière en sélection Côte d'Ivoire en 95, c'est ça? 95 jusqu'en 2007. Oui. Le début. Vos premiers pas. Mes premiers pas. J'ai commencé en 93. J'ai commencé en 93. Oui, bien sûr. Tout juste après. Oui, 92. tout juste après 92. Moi, j'ai fait ma première sélection en 93. Voilà, en 93. Donc, de 93 à 94, et après, tout s'est enchaîné, quoi. Voilà. Juste en quelle année vous avez fini la sélection? Ben, après le dernier match de la Coupe du Monde, j'ai arrêté. J'ai arrêté ma carrière internationale et j'ai continué un an après. J'ai mis fin à ma carrière. Ok, Valère Sinclair, toi, en tant qu'agent de joueur, lorsque tu es un joueur qui est en forme en club et n'est pas plus en sélection, quel sentiment tu retiens de ses performances?
au niveau de la sélection? Ben écoute, merci d'abord. C'est une très belle émission qui parle des fondamentaux, même de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Parce qu'avant 2006, notre équipe nationale se gamait juste sur la CAN. Et votre génération, ce qui se passe aujourd'hui, c'est votre génération. C'est grâce à votre génération qu'on vit ce qu'on vit aujourd'hui. C'est grâce à votre génération, par exemple, que moi, j'ai épousé le métier d'agent de joueur. Donc, pour revenir à ta question, c'est quand un footballeur joue bien en club, bien sûr, tu veux qu'on l'appelle en équipe nationale. Mais il faut savoir que l'équipe nationale, il y a ce qu'on appelle la concurrence. Et la concurrence est intense. Parce qu'en équipe nationale, aujourd'hui, on est près de 30 millions de personnes en Côte d'Ivoire. Mais il faut choisir seulement 26 personnes sur 30 millions. Ça veut dire que la concurrence est rude. Et les footballeurs, c'est bien quand on footballeur, par exemple, en équipe nationale, ça permet de monter sa cote, sa valeur. Aujourd'hui, quand on discute les contrats, avoir une sélection, c'est encore plus d'argent. T'appeler en équipe nationale, c'est encore plus d'argent. Donc, tu vois que les intérêts de tout un chacun d'entre nous. Mais tu parles de joueurs. Lesquels joueurs que tu as connus en sélection Côte d'Ivoire? En sélection, oui, j'avais Kolo Touré Habib, que tout le monde sait, que j'ai ramené d'Arsenal à Manchester City. J'avais Aruna Denane que j'ai ramené à Portsmouth en Angleterre. Mais Aruna, avec toi, il était capricieux, il avait quoi, des préférences? Tu appelles des mots sur Aruna pour qu'on puisse savoir un peu? Au football, je n'ai pas beaucoup d'amis. Ouais. C'est vrai que je vous connais tous, je vous fréquente tous. Mais Aruna, c'est mon meilleur ami. Voilà, Aruna, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Aruna, on a tellement connu de belles choses. Je vais vous raconter, par exemple, quand il vient à Portsmouth, quand on veut signer, par exemple, à Birmingham, c'est moi qui conduis la voiture la nuit. La nuit, on tombe en panne. On arrive à Birmingham, on est sur une chaîne de télévision que Aruna Denane doit signer à Birmingham. On va faire les tests. Ça ne marche pas. C'est compliqué de voir à la télévision que tel joueur va signer dans tel club. Et puis, 1 heure du temps après, on dit que le contrat ne peut plus être le contrat parce que bon, il y a un petit problème, il y a un pépin physique. Donc, comme je le dis, Aruna Denane, c'est quelqu'un de très bien, très cher pour toi. Hugo, une question. Je voulais revenir sur cette volonté de briller en équipe nationale. On a souvent critiqué le fait que certains joueurs, justement, ne voyaient des matchs en équipe nationale qu'une vitrine pour eux-mêmes. Ça a été souvent critiqué. Alors, quel message on a à ces joueurs quand on gère des joueurs pour arriver justement à faire la part des choses? C'est-à-dire que, bon, mon ami, tu as ta carrière à gérer, mais tu as une équipe nationale aussi que tu dois porter, que tu dois mener en avant. Qu'est-ce qui prime réellement à ce moment-là? Ben bon, je dis la sélection, c'est l'aboutissement d'une bonne carrière en club. Normalement, tu dois venir en sélection parce que tu es meilleur en club. Si tu n'es pas meilleur en club, pourquoi est-ce que tu dois venir en sélection? Mais au football, c'est un peu différent. Tu vas voir, par exemple, je prends par exemple l'équipe nationale du Ghana. Ils avaient le capitaine Apia. Apia n'était pas titulaire dans le club où il jouait, en Italie. Mais on l'appelait toujours en équipe nationale parce que quand il est en équipe nationale, il s'exprime bien quand il est à l'équipe nationale. C'est un leader technique, c'est un leader même dans le vestiaire. Donc il y a aussi certains joueurs qui ne brillent pas en club. Mais une fois qu'ils viennent en équipe nationale, c'est tout un autre niveau. Ouais, alors, oui, rapidement, puisque j'ai posé la même question à Didier concernant la préparation sur une telle compétition. Alors, en tant qu'agent de joueur et surtout un agent qui accompagne des joueurs qui participent à la Coupe du Monde, est-ce qu'il y a une préparation particulière qui est faite à votre niveau dans l'optique d'assister à la compétition? C'est-à-dire que vous devez accompagner vos joueurs, parce que vous avez évoqué 2 noms, notamment Aruna et Kolo Touré. Et vous, à votre niveau, comment vous faites, quelles réunions vous tenez avec vos joueurs? Vous dites, bon, OK, sur la compétition, je serai là-bas. Et pourquoi l'agent de joueur est là-bas, sur la compétition, auprès de ses joueurs? D'abord, il y a un combat entre les agents. Tu sais, l'agent, si tu veux, c'est une guerre. Voilà, c'est une guerre de positionnement. Écoute, les grandes compétitions, toutes les télévisions sont braquées, tout le monde entier, tout le monde a ses intérêts. Donc c'est important d'être autour de ton footballeur. C'est une présence qu'il adore, c'est une présence de parler à quelqu'un à qui ils peuvent se confier. C'est une présence importante par rapport à tes intérêts aussi.
Parce que c'est en ce moment-là qu'on recrute. Voilà, c'est pas parce qu'un joueur est signé à toi qu'on ne peut pas le recruter. Est-ce je vais prendre un thème terre à terre. Est-ce qu'on peut vous piquer un joueur sur une compétition? Ah ben oui, on peut te piquer un joueur. Ça dépend de la puissance de l'agence qui y vient. Si l'agence y vient, ton joueur peut-être... Et les gens ont toutes les informations. On sait qu'il se reste 6 mois. C'est très bien ça. On marque beaucoup de pauses pour la pub et on revient tout à l'heure. Le jazz a désormais son rendez-vous sur la 3. Performances inspirantes, découvertes musicales, échanges exclusifs, un univers riche en émotions. Je suis Adolphe Yassé et je vous donne rendez-vous sur la 3. Que le swing vous accompagne. 3 fois plus de jazz, c'est tous les mardis à 12h30, rediffusion 22h sur la 3. Présentation Adolphe Yassé. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique. Oui, donc on revient sur la présence du manager. Et aussi, est-ce que la dernière question avant la pub, est-ce que on arrive souvent à détourner vos joueurs sur ces genres de grandes compétitions? Oui, comme je l'ai dit auparavant, avant qu'on ne parte à la pub, quand on arrive à détourner tes joueurs, comme je te dis, on est toujours en compétition en permanence. Parce que tous les agents savent à quel moment le contrat du joueur finit avec cette agence. Et aussi, ça dépend aussi quel agent est derrière ce joueur. Parce que c'est comme une société. Dans une société, il y a le haut niveau, il y a le niveau moyen, il y a le niveau bas. Donc, si un joueur, par exemple, il explose, qu'on voit le potentiel, qu'on voit le côté financier, et qu'on voit son agent, c'est un petit agent, ben oui, la grosse agence va vouloir te piquer ton joueur. Bien sûr, la Coupe du Monde, c'est la plus belle plateforme du monde. Ok, c'est que moi, j'ai la chance d'être sportif. Aussi joueur, j'ai connu aussi beaucoup d'argent. Mais pour moi, le rôle d'un agent, ça part au-delà du sport. Il veut dire la famille Exactement. Les enfants, la femme. Et c'est le conseil que je donne très souvent aux gens qui ont envie d'être des agents. Voilà, l'agence, c'est pas seulement avoir une licence FIFA et puis signer un contrat. C'est beaucoup de choses. C'est quoi? C'est prendre en charge. C'est beaucoup de choses. Il y a la famille. Okay. Quand tu trouves par exemple un club à un joueur qui arrive dans un environnement où il ne maîtrise personne, c'est toi qui es la pièce maîtresse. Il faut trouver les écoles des enfants. Il faut parler à la femme. Il faut lui montrer où elle doit aller au marché, où elle doit faire son shopping. Il faut accompagner les enfants. Il faut chercher les bonnes écoles. Si la femme parle français et tu parles d'un pays anglophone, comment c'est passé? Anglophone, voilà. Voici un des problèmes. De passer d'un coin où tu parlais français, d'arriver dans un coin où tu parles portugais, c'est compliqué. Donc, il faut encore chercher des interprètes pour entourer toute cette famille. Donc, l'agence, ce n'est pas juste signer le contrat, parce que quand les gens pensent de l'agence, les gens pensent que c'est juste signer un contrat, avoir 10% de la chose. Okay. Alors, justement, tu parlais d'aller dans un pays où on ne comprend pas la langue. On va donc revenir en 2006. Vous tombez dans un pays dans lequel personne ne comprend, je pense, à peu près un traître mot. Mais surtout, vous découvrez un univers, en tant qu'agent, en tant que joueur, un univers complètement nouveau. On est dans un monde de rêve, j'ai envie de dire, comme des enfants qui découvrent un parc d'attractions. Alors, petite chose intéressante, qu'est-ce que vous avez gardé, tous les deux, comme objet, pas comme souvenir, comme objet de cette Coupe du Monde? Qu'est-ce qui, si on va fouiller aujourd'hui dans les armoires, dans les tiroirs, qu'est-ce qu'on va trouver? D'abord, comme les Tidier d'abord, ouais. Vas-y. Ben, je ne sais pas trop, mais moi, j'ai quand même quelques petits souvenirs que j'ai pu acquérir à la Coupe du Monde. Je veux dire, par exemple, Van der Sar, par exemple, qui m'a offert son maillot. Ça, c'était vraiment quelque chose de grand pour moi. Et ça, je l'ai conservé. Voilà. Et moi aussi. Ben oui, tu étais là. Moi, c'est une belle expérience parce que quand on perd contre la Hollande, je suis dans ma chambre d'hôtel et j'ai reçu un coup de fil de Arsène Wenger. Je me dis, je te veux. Et mardi aussi le contrat. Ça m'intéresse. Le même jour, j'ai reçu un coup de fil de Tottenham. Le contrat avec nous. Comment on fait? Il est venu ici, le contrat. Donc, attends, moi, c'est compliqué. Bon, pas le choix. Moi, ce que je garde de cette coupe du Monde en Allemagne, on m'a fait une photo
qui a fait le tour du monde et qui était dans un journal anglais qu'on appelle le Sun, qui est le plus grand tabloïd anglais. J'avais porté une casquette orange, blanc, vert avec des cônes comme ça et j'étais parmi les supporters les plus vus au monde. La casquette, tu l'as encore? Oui, je l'ai encore cette casquette. Alors on arrive à la compétition, il y a le premier match, parce que moi j'aime les histoires, on part d'un point A à un point B. On arrive à la compétition, le premier match, déjà, on joue face à l'Argentine, premier match. Comment on se sent avant d'aborder un tel match? Surtout qu'on est face à l'Argentine, parce qu'après le tirage au sort, c'est Argentine, Pays-Bas, Côte d'Ivoire, Serbie, Monténégro en ce moment. Donc, face à l'Argentine, on a en face des joueurs d'un certain niveau qu'on n'a pas l'habitude de voir, qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer, et on a le nom Argentine. Comment on se sent? Qu'est-ce qu'on se dit? Oui, mais déjà, pour moi, rencontrer déjà une équipe comme l'Argentine, être à la Coupe du Monde et rencontrer des équipes comme l'Argentine et la Hollande, c'était quelque chose de vraiment très spécial pour moi. Voilà, alors donc, c'est pas que je vais pas préparer le match de manière très spéciale. Je vais dire comme d'habitude, comme tous les autres matchs. Voilà, et pour moi, c'était de jouer face à des grands joueurs. Voilà, et pour moi, jouer contre ces joueurs-là, c'était pour moi quelque chose de vraiment spécial. Alors, on est allé tranquillement, moi je suis allé tranquillement faire mon match tranquille, et puis bon, voilà. Mais seulement que quand on est sur le terrain, on n'y pense pas. On ne pense pas à le joueur contre qui on doit jouer. On ne pense pas à cette équipe d'Argentine. Moi, je pensais plutôt à l'équipe de Côte d'Ivoire. Comment est-ce qu'on allait aborder le match? Comment est-ce qu'on allait pouvoir jouer? Et comment est-ce que, vraiment, moi, personnellement, j'allais me comporter dans ce match-là. Voilà. Alors, on évoque ce match. On va partir pour voir déjà la liste des joueurs qui étaient présents à cette Coupe du Monde. On va commencer par les gardiens de but avec Jean-Jacques Tiget, qui aujourd'hui est entraîneur SDTN adjoint, chargé de la formation des gardiens de but, mais en ce moment, il était le gardien de but des éléphants. Gérard Niawa, qui est entraîneur des gardiens de but et également du FC Sochaux. Du FC Sochaux. Boubacar Barry Kopa, entraîneur des gardiens de but à Lokeren. On va tourner la page pour tomber sur les défenseurs. Arthur Boka, qui est aujourd'hui manager sportif, Guy Demel, sélectionneur adjoint des éléphants, Kolo Touré, entraîneur adjoint de Manchester City, Blaise Kouassi, homme d'affaires installé en France, Abdoulaye Meïté, manager de l'équipe nationale U20, Cyril Domoro, président de la FI, membre du comité exécutif de la FIF, Max Zoro, président de l'UFSCI, consultant sportif, Emmanuel Eboué, coordinateur général à la CAF. Les milieux de terrain maintenant. Didier Zokora, maestro, manager sportif, consultant sportif, animateur télé, la team de maestro. Emes Faye, sélectionneur des éléphants, champion d'Afrique avec les éléphants en tant que sélectionneur. Bonaventure Kalou, homme politique, membre du comité exécutif de la FIF. Gilles Yapi-Yapo, qui est entraîneur en cadre technique au FC Lausanne. Yaya Touré, entraîneur du Slovan Bratislava. Andri Koviromaric, entraîneur, ex-sélectionneur des éléphants à Prime, consultant en sportif. Et puis maintenant, au niveau des attaquants, Akale Kanga, consultant sportif, Aruna Kone, président du club, du Real d'Abobo, fondateur d'un établissement scolaire du côté de Yopougon, Didier Drogba, homme d'affaires, ex-candidat à la présidence de la FIF, animateur de la cérémonie du Ballon d'Or, Baki Kone, dirigeant de club, consultant sportif, Aruna Dindan, manager des éléphants, et puis Abdou Kader Keïta, homme d'affaires. Voilà la liste des joueurs présents pour la première fois à une Coupe du Monde au nom de la Côte d'Ivoire. Alors, on est arrivé, on a la liste, on a joué. Entre vous-même, qu'est-ce que vous vous dites en ce moment? Est-ce qu'on est là pour passer le premier tour? Est-ce qu'on est là pour apprendre? Parce qu'aujourd'hui, le thème revient. Hein. On va pour apprendre. On va pour connaître, pour avoir de l'expérience. Entre vous-même, qu'est-ce que vous vous dites en ce moment? Est-ce que c'est le même narratif ou, entre vous, vous vous encouragez pour plus à cette époque? En ce temps-là, c'est vrai qu'on était à notre toute première participation. Alors, tout était vraiment nouveau pour nous. Alors, donc, nous, on se disait qu'on partait réellement pour apprendre.
Mais on savait aussi qu'on avait en notre sein des joueurs capables de surprendre. On avait une équipe qui, je veux dire, du niveau mondial, pour moi personnellement. On avait de grands joueurs au sein de cette équipe-là. Et c'est sûr qu'on pouvait faire vraiment un exploit. Mais on s'attendait aussi à ce que le manque d'expérience de la Coupe du Monde nous rattrape. Ça, on s'attendait à ça. Et je pense que c'est un peu ça qui nous a un peu rattrapés. À quel moment ça vous a rattrapé? Quand vous regardez votre parcours, à quel moment ce manque d'expérience-là a pu vous rattraper? Oui, dans le jeu. Je pense que c'est dans le jeu. Parce que quand on regarde tous les matchs qu'on a pu faire, techniquement pris, je veux dire que l'équipe avait un semblant d'ascendant sur les équipes contre qui on jouait. Voilà. On n'avait pas compris, nous, qu'il fallait par moment vraiment laisser aussi le ballon et puis bien s'organiser derrière pour repartir. Et ces équipes contre qui on a joué nous ont laissé jouer, nous ont cédé le ballon tranquillement. Nous, on a joué, on a forcé. Et je pense que c'est sur des ballons perdus qu'il y a eu des transitions. Et c'est sur ces transitions-là même qu'on a pris les buts. Voilà. Alors, on a promené un peu nos caméras dans la ville d'Abidjan pour savoir un peu ce que les Ivoiriens retiennent de cette aventure de 2006 avec les éléphants du côté de l'Allemagne. Ensuite, on revient et puis on en discute. On avait une équipe nationale qui devrait quand même rentrer dans l'histoire. Donc la première fois où ce qui m'a marqué de plus, c'est que le jour où on a joué le dernier match de la qualification, on était obligé de gagner à l'extérieur. Et surtout le Cameroun aussi était obligé de gagner à domicile. Ce qui moi personnellement m'a beaucoup plu. On allait en Coupe du Monde. Et puis c'est quelque chose qui n'était pas permis, en tout cas à tous les pays africains. Ceux qui étaient là en ce moment, ils ont vraiment démontré qu'ils étaient prêts pour jouer pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient, parce qu'à l'époque, le football africain n'avait pas autant d'audience comme aujourd'hui. Voyez-vous. Mais ce que moi je retiens, c'est que Drogba il est fort. Moi, en tout cas, dans le football ivoirien, il m'a beaucoup marqué. Et c'est lui-même qui a marqué l'Argentine. Il a parlé de ça. Donc, comme Drogba les a marqués avant qu'il n'ait commencé à jouer ballon, Drogba est le meilleur joueur au monde. Je ne vais pas exclure les autres joueurs de l'époque aussi qui étaient très bons, à savoir Aruna Dendane, un joueur pimpant, quelqu'un qui a concentré son ballon, à savoir les Tizier Jean-Jacques. Ça c'est un bus qu'on a mis dans le poteau. Tu ne peux pas marquer. Tous ceux-là, ils vont faire partie. En tout cas, il n'a pas dit que mon enfance a été ratée parce qu'ils ont participé au bonheur de mon enfance. D'abord, il faut retenir que la qualification était très compliquée. Elle était très très compliquée. Il a fallu attendre la défaite d'un pays, je n'ai pas cité le nom, pour être qualifié. Avant même de parler de notre participation à la Coupe du Monde, pendant la qualification, ils ont passé un message qui a permis d'abord à une réconciliation dans ce pays, qui a permis beaucoup à apaiser les cœurs dans ce pays. Maintenant, pendant la Coupe du Monde, il faut dire que ces joueurs ont joué vraiment avec le cœur. On est tombé dans une poule très compliquée. On pouvait prendre des scores plus élevés que ce qu'on a pris. Mais ça n'a pas été le cas. Le premier match, si je me souviens bien, c'était contre l'Argentine. Le score n'a pas été vraiment désastreux, 2-1. Avec un super but de Didier Drogba à l'appui. Vraiment, ce joueur-là est remarquable. On a eu même à prendre 3 points. Ce n'est pas toutes les équipes qui arrivent à participer à la Coupe du Monde et puis qui arrivent même à marquer. Mais nous, à notre première participation, on a marqué, on a pris des points. Vraiment, ça a été formidable. J'ai vraiment aimé. En parlant de Didier Drogba, Baki Koné, c'était des joueurs qui vous faisaient rêver. Ces joueurs-là nous ont procuré de l'émotion. Il s'agit de Didier Drogba, la référence. Alors, on ne peut pas parler de l'équipe ivoirienne de 2006 sans mentionner Didier Drogba. Entre autres, il y a eu aussi Aruna Dendane, voilà, ce sont des icônes quand même qui nous ont fait aimer le football. C'était des battants, mais pour eux, on savait déjà qu'ils n'avaient pas la chance, mais ils mettaient la joie dans nos cœurs. Ils étaient forts. Waouh, c'est émouvant. Hein. Moi, j'ai eu la chance de faire 3 Coupes du Monde, hein, 2006, 2010, 2014. Ouais. Et quand tu vois ces Ivoiriens parler de toi comme un bus dans la cage,
Quel est ton sentiment? Aujourd'hui, tu te rends compte que tu as quand même, on a quand même fait une carrière et qu'on s'est, c'est-à-dire on a essayé quand même je vais dire quoi, de faire flotter le drapeau ivoirien. Moi, c'est vraiment ça qui me marque. Tu vois, aujourd'hui, quand on passe dans les rues, tout le monde nous salue, tout le monde reconnaît et ça, c'est vraiment quelque chose de grand. C'est la plus grande richesse que moi, j'ai pu acquérir, franchement, dans le football. Les Ivoiriens sont vraiment formidables et reconnaissants. Alors, en ce moment, vous étiez en Tunisie. Oui. Donc, quand on finit la Coupe du Monde, donc vous repartez en club, est-ce que ça change quelque chose au niveau du club? Oui, ça change forcément. C'est un nouveau palier qu'on franchit. Et puis, désormais, on sait que ne va pas en Coupe du Monde qui veut. Comment le club vous accueille? Excuse-moi, oui. Je vais apporter une précision de détail. Ouais. C'était le seul joueur de la sélection qui joue en Afrique et puis qui joue avec nous pour la Coupe du Monde. Ça s'applaudit. Oui, effectivement. C'est vrai, effectivement, on pose la pub. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. OK. Pub. La 3 ouvre les portes d'un voyage musical exceptionnel. Des sons qui ont fait danser l'Afrique, des artistes qui ont écrit l'histoire, des mélodies qui traversent les générations. Bienvenue dans 3 fois plus de rétro. L'émission qui remet à l'honneur le meilleur de la musique rétro ivoirienne et africaine, des années 60, 70, 80 jusqu'aux années 90. Une époque, des chansons, des souvenirs inoubliables. 3 fois plus de rétro, c'est tous les lundis à 12h30. Rediffusion 22h. Présentation, la légende vivante, Jabo Steak. La légende vivante vous salue et vous dit hasta luego. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique. Alors, avant de partir pour la pub, j'avais cette question-là. Est-ce que quelque chose change? Est-ce qu'au niveau du club, il y a un accueil spécial qui vous est réservé à votre retour? Oui, au niveau du club, franchement, que ce soit les dirigeants, que ce soit les supporters, j'ai été l'objet vraiment d'un accueil, je veux dire, très chaleureux. Et je pense que depuis mon retour de la Coupe du Monde, ça a changé quand même mon statut aussi au niveau du club. L'argent a augmenté un peu? Non, le statut change. Non, attends, l'argent. Ça augmente, mais c'est... Est-ce qu'ils ont mis un peu en français? Je ne vais pas parler en termes d'argent, mais je vais dire qu'il y a quand même eu des projets, quand même, voilà, ça du club qui a facilité beaucoup de choses pour moi, oui. Alors, pour Valère Sinclair, lui, il accompagne 2 joueurs à la Coupe du Monde pour la première fois. Quand on revient de cette compétition, est-ce qu'on se dit on doit réorganiser, on doit mieux s'organiser pour pouvoir accompagner ces joueurs-là? Parce que là, on découvre quelque chose d'assez extraordinaire. Effectivement, quand on regarde, c'est ce que Tizi a dit, toutefois qu'on va en Coupe du Monde, on dit la Coupe du Monde, donc c'est un espace vaste, c'est un espace qui vous ouvre au monde entier. Tu es obligé de te réorganiser pour pouvoir conserver tes joueurs. Voilà, comme je le dis, avec les performances de tes joueurs, il y a carrément des nouvelles agences qui ont envie de les signer. Aujourd'hui, ils sont sur la carte du monde, ils sont plus spectaculaires. Mais ça permet aussi à l'agent de prendre confiance. Ça permet aussi à l'agent d'attirer aussi d'autres clients. Parce qu'il y a d'autres clients qui ont envie de venir avec toi parce qu'ils pensent que ouais, tu ramènes des joueurs en équipe nationale qui arrivent en Coupe du Monde. Une question. Vous avez 2 joueurs, Aruna et Kolo Touré. Et demain, s'il y a un agent qui a une opportunité pour un joueur qui est Aruna, peut-être sur Chelsea, même peut-être Real Madrid, mais c'est vous qui l'avez signé contre vous, d'accord. Est-ce que le transfert peut être possible si jamais tu tombes d'accord sur cet agent qui amène le club? Oui, comme c'est une question de business. Le business, c'est celui qui amène l'offre. Puis je ne suis pas censé connaître tous les clubs. Comme je le dis très souvent, c'est facile, par exemple, moi, de faire une affaire avec toi que de faire une affaire avec X. C'est comme ça que ça marche. Il y a des clubs qui sont obligés de passer forcément par des agents pour rentrer dans ce club. Donc, je te dis que chacun a ses amitiés, chacun a ses affinités. Donc, c'est possible. Alors, pour revenir, pour toujours rester dans cette mouvance de la Coupe du Monde, vous revenez, tout est bien avec le club, beaucoup de choses évoluent, des projets qui arrivent. Est-ce qu'aujourd'hui,
aujourd'hui, quand on regarde la Coupe du Monde qui se déroule en ce moment, est-ce qu'on se dit que si on avait peut-être joué à cette période-là, on aurait eu une autre carrière autre que ce qu'on a eu auparavant, à l'époque, en 2006? Question difficile. Hein? Question difficile. Bah, mais moi, je me dis toujours que voilà, si j'étais là en 2006, c'est que c'est là que je devais être. Voilà. Après, les choses changent. Le foot aujourd'hui, il a beaucoup évolué. Nous, à notre époque, ce n'était pas comme aujourd'hui. Mais en plus, on devait se qualifier juste 5 pays, je pense. Oui, 5 voilà. représentants. Il n'y avait seulement que 5 pays qui devaient représenter l'Afrique. Alors, ça commençait déjà par une poule de la mort pour se qualifier. Et puis, on est arrivé à la Coupe du Monde. Donc, pour moi, je pense que voilà, c'était notre temps, c'était notre moment. Et on a donné ce qu'on pouvait pour la Côte d'Ivoire. Allez, Zok, tu as un petit moment à lancer? Non, je sais pas, tu laisses la parole. Bah, d'accord, il n'y a pas de souci. Tout compte fait, on a 2 invités qui nous entretiennent sur la Coupe du Monde 2006. Et aussi, on a un monsieur qui nous est venu de Bassam, qui est venu avec des cartons. Voilà, il s'appelle Hugo. Il est venu avec des cartons et on va lancer le jingle. On revient, on verra quelles sont les couleurs des cartons qu'il a envie de nous montrer aujourd'hui. Hugo le Bassamois, le nana. Yes. Ben, écoute, Maestro Henri, on a toutes les couleurs. On va vraiment être généreux sur les couleurs, mais on va commencer de manière assez dure par un premier carton rouge. Alors, carton rouge pour une décision, on ne va pas dire carton rouge à la FIFA, mais carton rouge pour une décision aujourd'hui qui, depuis ce matin, fait trembler un peu le monde du football. Alors, de quoi il s'agit? Je vous remets un peu dans le contexte. 16e de finale, États-Unis-Bosnie. L'attaquant Balogun, donc, qui prend un carton rouge et qui est exclu du match. Okay? Et normalement, la règle, c'est qu'il ne jouera pas le match suivant, donc les 8e de finale. Et grosse surprise, donc, ce matin, on apprend que la FIFA a changé de position sur la question et a permis donc à ce joueur-là d'être sur la liste pour le 8e de finale en lui mettant une année, ils ont appelé ça une année de mise en observation. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez... C'est un sursis. Oui, un sursis pour qu'ils aient le temps de voir s'il se comporte bien ou pas. Donc c'est vraiment particulier. Alors oui, c'est dans les règles de la FIFA, mais il n'y a pas eu d'explication qui a été donnée plus que ça. Donc on a dit, voilà, on autorise ce joueur à participer au 8e de finale. On le verra donc à l'affiche États-Unis-Belgique demain, dans la nuit de mardi à mercredi. L'UEFA a fait une déclaration officielle en disant qu'elle dénonçait cette décision et qu'à partir de là, il faudra que cette décision soit appliquée également à d'autres joueurs dans d'autres situations. La Fédération africaine, elle, pour l'instant, n'a pas fait de déclaration sur le sujet, mais en tout cas, la Confédération africaine. Oui, la Confédération africaine. Voilà, mais je peux vous dire que le sujet, en tout cas, va faire couler beaucoup d'encre. Donc, ce qui veut dire que oui. Balogun va jouer face... Il va jouer, il est sur la liste, il joue face à la Belgique. Donc, vraiment, situation assez particulière. Nous allons passer à une autre couleur, donc carton jaune. Alors, carton jaune, carton un peu en demi-teinte, hein, vous savez un peu le principe, on est content mais pas tellement. Et envers qui? Mais envers nos sélections africaines. Alors, vous l'aviez dit, avant 5 sélections, aujourd'hui on a eu 10 sélections sur cette Coupe du Monde et il n'en reste plus que 2. Alors, au-delà des chiffres, c'est surtout l'implication qui est pointée du doigt aujourd'hui par tout le monde, l'implication démontrée par ces équipes-là. L'instinct du tueur, on ne l'a pas vu. On a vu des équipes très attentives, on a vu des équipes très hésitantes et on a surtout vu, à l'exemple par exemple du Sénégal, qui tenait un match et qui, à la fin du match, a décidé finit par offrir, on va dire, la victoire. Donc, ça, c'est des choses que nous ne voulons plus voir. Nous voulons aujourd'hui des équipes conquérantes, des équipes qui ne regardent pas, j'ai entendu l'expression, les yeux dans les yeux. Non, nous, maintenant, on veut regarder dans la tête de nos adversaires, au-dessus de leur crâne, pour pouvoir gagner. Alors, un carton vert, je vous ai dit, on passe par toutes les couleurs. Un carton vert,
Alors, le monsieur, on va dire, on ne l'aime pas. On va s'accorder. Nous, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, Erling Haaland, on ne l'aime pas. Mais, voilà, un arbre ne peut pas cacher la forêt. Le jeune homme est juste extraordinaire. Alors, je rappelle, hein, 25 ans, 1m95, 94 kg, 36 km de vitesse de pointe. Il court quasiment aussi vite que Mbappé, avec 25 cm de plus. 38 buts aujourd'hui au championnat d'Angleterre et 7 en Coupe du Monde. Je pense que le jeune homme est en train de faire la saison parfaite de rêve. On verra ce que les prochains jours vont nous réserver sur le cyborg. Alors, je reviens au rouge pour quelque chose d'assez particulier. 86, ça parle à tout le monde. 86e minute, ça parle à tout le monde. Alors, on l'a appelé la minute maudite, la malédiction des équipes africaines. Mais vraiment, plus sérieusement, aujourd'hui, le sport moderne et le football, ce sont des statistiques. Ce sont des données que l'on analyse, que l'on prend point par point et on tire des conclusions et des actions de ces données. Quelles sont les données ? 20% des buts décisifs sont marqués entre la 81e et la 90e minute. En 9 minutes, 20% des buts décisifs sont marqués. Donc ce moment-là, c'est un moment crucial, c'est un moment où tout le monde doit être extrêmement attentif. Et deuxième donnée, 70% de ces buts sont marqués par le meilleur buteur ou les meilleurs buteurs de l'équipe qui finit par gagner. Donc ça veut dire, c'est simple, dans ces 9 minutes-là, le meilleur gars de l'équipe adverse, il faut le coller. Et ça, aujourd'hui, les équipes africaines, mais toutes les autres équipes doivent le savoir. 81e minute, 90e minute, comme nous, quand on disait quand on était petit, c'est 9 minutes au Japon. Mon ami, ton pied, mon pied, et personne ne va marquer. Voilà. Merci beaucoup, Hugo. Tout en rappelant les significations des différents cartons. Carton rouge, c'est pour dénoncer, c'est pour taper un peu du poing sur la table. Carton jaune, c'est un avertissement, ça vous dit, ne reprenez plus ce que vous venez de faire là. Tout à fait. Et puis le carton vert, bien évidemment, hein, il a dit, vous ne l'aimez pas, mais reconnaissez qu'il est bon. Féliciter, c'est pour encourager le carton vert. Donc voilà, les différents cartons de Hugo aujourd'hui. On a eu 2 rouges. 2 rouges, un vert un et jaune. Et un vert. Alors, Zokora, Haaland, tu l'aimes aussi? Je n'ai pas le choix. C'est vrai que bon, il est peu, comment dire, détestable, mais c'est un bon joueur. Je pense qu'aujourd'hui, il fait partie des meilleurs attaquants du monde comme Mbappé et Messi. Il a 7 buts tous les 3, donc on verra bien pour la suite. Alors, à notre invité, un gardien de but, moi je veux toujours parler d'Haaland. Quand on a un joueur comme Haaland dans sa surface, est-ce qu'on a des craintes quand on a un joueur comme Haaland? Non, ce qu'on doit le plus craindre, c'est ses propres partenaires, ses propres défenseurs. C'est pas, je pense que Haaland, il profite des erreurs sûrement des défenseurs, alors que ce n'est pas de l'attaquant dont on se préoccupe. En tout cas, moi, je ne me préoccupais pas des attaquants, mais plutôt de mes propres défenseurs. Voilà, je pense que s'ils sont présents et qu'ils font ce qu'il y a à faire, il n'y a pas de but pour Haaland. Voilà, moi, c'est comme ça que je vois la chose. Et le plus important, c'est mes défenseurs. Mais tu disais, en 2006, face à la Hollande, il y avait un coup franc. Bon, moi, je suis défenseur, tu as fait le mur. Et à un moment donné, Bocatu était dans le mur. Mais il pense que par rapport à ta taille, est-ce que c'était important qu'il soit dans le mur ou pas? Non, c'est pas que le problème, ce n'était pas un problème de taille, mais d'une organisation déjà au préalable. Je pense qu'avant qu'on ne parte pour le match, ça avait été déjà établi que voilà ce qui devait faire le mur. Voilà, mais je pense plutôt que dans la précipitation, Boka ne devait pas être dans le mur. C'est lui qui est venu se mettre dans le mur. Plusieurs fois, on l'a chassé, mais il s'est quand même collé au mur. Okay. Et puis bon, celui qui devait être dans le mur a préféré partir. Et puis bon, voilà, c'est là qu'est venu le but. Ok. Voilà. Et tu as commencé ta carrière à l'Africa, sport national, après l'ASER FC? Non, j'ai plutôt commencé au stade d'Abidjan. Et après le stade d'Abidjan, je suis allé au Laser, où je n'ai pas fini la saison. Et de là, je suis allé à l'Africa. Et de l'Africa à l'Espérance de Tunis. Mais est-ce que tu as eu une fois l'opportunité peut-être de signer en Europe ou pas? C'est jamais présenté à toi? Plusieurs fois, des choses se sont présentées, surtout. Déjà, à l'Africa, je devais partir.
Et puis, tout était fait. Hein, mais malheureusement, je devais faire mon match d'adieu. Et c'est à ce match-là que je me suis blessé. Je me suis blessé et je suis resté 6 mois sans jouer. Voilà, et puis je pense qu'après, le contrat s'est transformé en autre chose. C'est quelqu'un d'autre qui est parti parce que le club avait déjà promis. Voilà, et je pense qu'Agassa est parti un peu plus tôt. Et puis voilà. Et c'est dans cette même blessure-là, dans l'attente, que le contrat de Tunis s'est présenté. Okay. Donc voilà, donc je suis parti à l'Espérance de Tunis blessé. Waouh. Voilà. Alors, on va aborder la dernière partie de notre émission. La dernière partie aujourd'hui, on va parler. On a une rubrique qui vous enseigne, qui nous enseigne nous tous aussi, parce qu'en donnant cet enseignement-là, on s'enseigne soi-même. On appelle ça le saviez-vous. Avant, c'était des petites vidéos, mais aujourd'hui, on a décidé quand même de faire ça entre nous ici comme une sorte de quiz. Donc, on va lancer le jingle, on revient et puis on parle du saviez-vous. Alors, ma question à notre invité, à l'un des invités, vous les gardiens du but, souvent c'est difficile de venir vers le banc pendant le match. Il y a les joueurs, quand ça chauffe, quand il y a un petit souci, il peut venir au bord du terrain, là, prendre des conseils, peut-être prendre un peu de... Mais comment vous arrivez à vous hydrater, vous les gardiens? Comment ça se passe? Vous partez avec votre eau Généralement, je pense que les gardiens de but ont souvent soit les serviettes pour des gants et une goutte. Oui. La fameuse serviette. La serviette, non mais la serviette, c'est pas... C'est rien d'autre que... La serviette, c'est tout. Oui, bien sûr, c'est rien d'autre que... C'est rien d'autre que... Vous savez que... Déjà, les terrains, on les arrose avant le match. Voilà, on les arrose aussi à la mi-temps. Maintenant, je vois à la Coupe du Monde, même quand il y a la pause fraîcheur, on arrose les terrains. Vous voyez? Et très souvent, les gants, quand ils sont mouillés, donc ça a tendance à glisser. Donc voilà, la serviette sert simplement à nettoyer juste la paire de gants, c'est tout. Vous avez parlé de pause fraîcheur. C'est de cela qu'on va parler aujourd'hui avec les nouvelles, les trouvailles, hein, les changements, des principes édités par la FIFA pour cette Coupe du Monde. Et parmi ces principes-là, parmi ces changements, il y a les pauses hydratation pour cette Coupe du Monde 2026. Alors, les nouvelles pauses hydratation de la Coupe du Monde 2006 sont des interruptions obligatoires de 3 minutes au milieu de chaque mi-temps. Instaurées par la FIFA pour préserver la santé des joueurs, elles sont systématiquement appliquées à chaque match, peu importe la météo. Qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, on applique ces pauses hydratation-là pour permettre aux joueurs de se déshydrater, mais aussi ça participe à leur santé. Donc aujourd'hui, c'est l'une des trouvailles que je voulais vous faire découvrir. C'est vrai que quand on regarde cette Coupe du Monde, on a ces pauses-là. Ce n'est pas tout le monde qui comprend le principe de ces pauses. Aujourd'hui, on a décidé quand même de vous édifier là-dessus. Et c'est vrai, il y a beaucoup de discussions sur ces pauses-là où on parle même de deal entre la FIFA et certaines fédérations en vue ou certaines télévisions en vue de la publicité permettent aux joueurs, je pense, de pouvoir se déshydrater. Totalement. Il ne faut pas oublier, on a des joueurs de haut niveau. Nous qui sommes des joueurs de moins haut niveau, on n'est pas, juste un petit peu, juste légèrement. Nous qui jouons au quartier, là. Voilà, voilà. 90 minutes, c'est beaucoup. C'est un effort impressionnant. Donc, bien évidemment, en plus, quand vous allez sur des températures, on a annoncé dans certaines villes, là aux États-Unis, 37, 38 degrés. C'est quand même relativement difficile de supporter. Donc oui, c'est une bonne initiative, mais tu vois, tu nous as annoncé une découverte. Nous on était persuadés qu'on aurait une pause hydratation. Ici, non? Oui. Non, à la fin de l'émission. Ah, ok, très bien. À la fin de l'émission, on va faire cette pause fraîcheur pour permettre à tout le monde de boire un coup puis de partir à la maison. Okay. Bon, je pense que la pause fraîcheur d'hier là, je veux dire merci au public, merci à TG, merci à Valère, merci à Joël, merci à Hugo, la team de Maestro, du lundi au vendredi, la 3. Merci les gars, à demain, même heure.